bienvenue sur ma chaîne Titel Livre BD. Salut les amis! Alors aujourd'hui c'est un avis lecture roman, comme j'avais promis dans la dernière vidéo, effectivement, je pense que j'en ai parlé un petit peu vaguement. Mais en fait j'ai suivi le challenge de Audrey de Le Souffle des mots, la chaîne Le Souffle des mots, où en fait elle dit petit mois, petite lecture en parlant de février. Je pense que ça fait quelques années qu'elle fait ça. Il n'y a pas d'instruction, il n'y a rien. C'est juste de se dire qu'on lit des romans en fait assez courts, voire des BD, mais là on parle roman. Puis c'est ça que j'ai fait, donc j'en ai lu 11 en fait sur le mois de février que je vais vous présenter. Je vais vous les présenter en ordre de préférence jusqu'à aller effectivement à 2-3 coups de cœur en fait vers la fin. Donc c'est ça, c'est des romans qui vont entre 100-120 pages à 350 si je ne me trompe pas. Je vais quand même tricher un petit peu. Mais c'est ça. Donc c'est parti mon kiki. Donc comme je vous disais, je pars de celui que j'ai moins aimé à celui que j'ai le plus aimé. Alors celui que j'ai le moins aimé, puis vraiment je l'ai comme oulala mon Dieu, au secours. J'avais vu une publicité ou une critique ou une chronique ou je sais pas quoi en fait sur je sais plus quel support encore une fois, parce que j'en regarde quand même pas mal sur les bouquins. Puis j'avais vu que ce bouquin-là était un de ses plus noirs. Je vous parle de Cormac McCarthy. Celui qui a écrit La Route, mais qui a aussi écrit en fait Méridien de sang. Ok, alors effectivement c'est méga violent, c'est un western. Ça fait ça fait quand même 448 pages. Donc là j'ai vraiment triché, mais c'était au début. En fait je l'ai lu sur janvier-février. Puis l'écriture de McCarthy est quand même assez particulière. Pour ceux qui ont lu La Route, ils comprendront. Parce que des fois, il y a des dialogues, d'autres fois, il n'y en a pas. Il y a du point, pas de point. En tout cas, les personnages sont désignés, pas désignés. C'est un petit peu particulier. Ça se lit quand même bien. Mais c'est pas une écriture très fluide, je trouve, déjà à la base. Alors là, Méridien de sang, c'est comme... j'ai quand même été jusqu'au bout. Parce que je voulais savoir ce que devenaient les personnages. Donc on suit au début, en fait, un jeune... à peu près 14-15 ans, quelque chose comme ça, qui se rallie en fait à un gang, à un groupe de tueurs, en fait, c'est aussi bête que ça, qui vont de ville en ville et qui trucident tout le monde. Donc c'est aussi bête que ça. Moi, bon, l'intrigue en soi, elle est quand même intéressante, le fait qu'il y ait de la violence, moi j'aime bien ça en général. Mais là, dans ce roman-là, c'était comme My God, je sais plus qui est qui, on s'attache absolument pas du tout au personnage. Parce que des fois il est cité, d'autres fois on parle de complètement quelqu'un d'autre, des fois on parle de quelqu'un sans citer le nom, puis tout d'un coup 3 chapitres plus loin on sait comment il s'appelle, alors qu'il n'avait pas été présenté au départ. J'ai trouvé que c'était confus, j'ai trouvé que c'était la violence pour la violence, puis la conclusion elle est comme ok, bon il n'y en a pas vraiment finalement, pour tout ce parcours que ces gens-là suivent. Parce qu'à un moment donné, effectivement, ils sont plusieurs dans ce groupe-là. Puis je vous dis, c'est comme ils tuent tout le monde, quoi. Enfin, tous ceux qui sont sur leur passage, indien, pas indien, femme, enfant, on s'en fout. Là. Enfin, je veux dire, c'est... Donc oui, c'est extrêmement dark, c'est très sombre, très... en tout cas, c'est très malaisant, finalement. Mais je trouve que la façon dont il a écrit cette histoire-là, elle est vraiment... Elle est tordue, quoi. Je vous dis, c'est par petits bouts, on s'attache... Moi, je me suis pas attachée au personnage du tout, du tout. Donc je ne veux pas en faire des tonnes. C'est sûr que je vais continuer à en lire du McCarthy parce que ça m'intéresse, puis que j'en ai effectivement d'autres dans ma palle. Il va falloir que j'en lise d'autres. Mais j'avoue que son univers de ce bouquin-là, quand on dit très sombre, très noir, très glauque, vraiment très sanglant, oui, c'est effectivement ça. Donc si vous aimez cet auteur-là, allez-y, parce que vous allez être servi. Mais moi, j'ai complètement... Enfin, j'ai pas adhéré à l'histoire du tout. Je me suis demandé où ça s'en allait, et puis c'est ça, c'est par petits morceaux, bref, en tout cas. Donc c'est à vous de voir. Le deuxième roman que j'ai aussi bien aimé mais sans plus, j'ai comme sauté les dernières pages, c'est pour vous dire. C'est sûr que c'est un bouquin qui date de 1975, mais je suis retombée dessus par hasard parce que c'était un livre d'occasion que j'ai acheté. Là je vous parle en fait de L'Admiroir de Annie Dupéret. Ça fait à peu près 260 pages. Donc ça se lit quand même assez rapidement. L'écriture est super belle, moi j'adore l'écriture d'Annie Dupéret, j'aime beaucoup beaucoup. On parle de deux sœurs, donc l'une qui est extrêmement flamboyante, très pleine de caractère, très active, qui bouge tout le temps, enfin qui rencontre beaucoup de gens, qui a beaucoup d'amis, qui est très entourée, qui a une sœur en fait qui est beaucoup plus éteinte, beaucoup plus morne, extrêmement grise, un peu caractérielle, très renfermée, pas du tout ouverte, très introvertie. Et en fait, dans ce roman-là, on va suivre effectivement la relation entre les deux, parce qu'à un moment donné, la deuxième sœur, celle qui est éteinte, va habiter chez l'autre sœur.
Puis le lien entre les deux était quand même assez particulier parce que on dirait que la personne terne va déteindre sur la personne flamboyante. Donc c'est un petit peu bizarre. C'est un petit peu bizarre la façon dont ça bascule. Puis à un moment donné, en fait, j'ai décroché parce que c'était toujours un peu toujours la même chose, un petit peu toujours redondant. Mais quand je vous dis l'écriture se lit super bien, moi j'adore ces écritures-là en fait en général. Mais l'histoire en fait m'a semblé un petit peu redondante, puis très statique en fait, malgré l'approche psychologique des personnages qui était quand même intéressante. Mais c'est ça, j'ai trouvé que c'était un bouquin qui datait un petit peu. Le troisième roman, il a quand même remporté quelques prix, donc je vais vous en parler, comme découverte du Salon des Mines Noires en 2019, auteur inconnu 2018, mot passant 2018, coup de cœur du jury du prix des Ballets d'Or 2019 quand même. On parle de Collostration de Salvatore Mini, donc ça fait à peu près pas tout à fait 300 pages. On y suit 4 personnages en fait. J'ai été intriguée, effectivement. Heureusement que c'était un petit roman, parce qu'un long roman, ça aurait pu commencer à me gonfler un petit peu, mais le fait que ce soit court, c'était intéressant, parce que c'est quand même assez dense. L'écriture super fluide, encore une fois, un petit peu alambiquée, mais qui se lit très bien aussi. Puis on va suivre, en fait, comme 4 personnages différents. Donc on va suivre Clara, Clara, effectivement, qui a disparu depuis plusieurs semaines, puis qui est recherchée par une de ses amies qui s'appelle Françoise. On va suivre aussi en fait un monsieur Concerto. Tac, tac, je relis en fait parce que je m'en souviens plus trop, j'en ai lu 11, hein, donc il y a des choses qui me sont sorties de l'idée. Donc Concerto qui tente de découvrir les raisons qui l'ont conduit dans une chambre d'isolement. Donc on va suivre effectivement cette personne dans un milieu complètement cloîtré et on ne sait pas trop ce qu'il fait à cet endroit-là. Puis il y a un autre personnage qui s'appelle Charles en fait, qui lui en fait est emprisonné mais de façon volontaire. Donc on va suivre chapitre par chapitre. Donc ça s'alterne effectivement entre chaque personnage. Puis il y a une astuce, il y a un espèce de twist effectivement à un moment donné où on comprend en fait d'où ils viennent chacun et pourquoi ils sont dans ces situations-là. Twist que j'ai trouvé quand même très intéressant parce que ça tourne effectivement plus au niveau psychologique, au niveau noirceur, au niveau c'est quoi les différentes personnalités. Encore une fois, c'est un roman qui est quand même assez statique, parce qu'on suit des gens dans des situations en fait très particulières, mais c'est extrêmement intriguant quand même. On sait quand même peut-être vers le milieu du bouquin à peu près vers où on risque de s'enligner, donc ça laisse une porte ouverte un petit peu à l'imagination, mais de moins en moins plus on avance dans le bouquin. Puis c'est un livre intéressant, effectivement, que j'ai bien aimé. Mais c'est ça m'a pas emballé plus que ça, même avec le twist, parce que je m'en suis douté un petit peu à un moment donné. Donc il n'y a pas eu tant de surprises que ça. Mais c'est quand même bien foutu. L'approche est quand même bien faite. On s'attache aux personnages aussi, on se demande qui ils sont, pourquoi, qu'est-ce, etc. Donc ce côté-là enfin, est quand même vraiment intéressant. Le quatrième roman que je vais vous présenter, en fait, c'est... alors lui, il fait à peu près 150 pages. Il est vraiment court. Puis tant mieux parce que c'est encore une fois bien intense et bien condensé, disons, bien concentré au niveau de l'histoire. On va encore suivre 4 personnages. On va suivre en fait des personnages effectivement encore une fois qui sont très intrigants parce qu'ils agissent dans des domaines qui sont très mystérieux. Donc on va suivre en fait un type très qui vit dans les hautes sphères d'une société en fait quand même assez friquée, qui a un espèce de lourd secret parce qu'il détient une femme dont il a fait quasiment son esclave. Il en a fait son esclave, puis son esclave sexuel, mais pas avec lui, mais avec d'autres personnes. Donc on suit en fait un petit peu les parcours de ces 2 personnes-là. On va suivre aussi en fait un type qui s'appelle Alex, qui est un braqueur, qui malheureusement a les flics au cul, donc il est bien obligé en fait de s'enfuir. Puis lui, il a été ami en fait avec un 4e personnage, dont on suit les interrogations profondes, juste les interrogations, en fait, pas forcément la situation de vie, et qui, lui, nous parle à nous, parce qu'il parle en tu. Donc ça, c'est un procédé narratif que j'ai trouvé intéressant, justement. Donc on suit ces 4 personnages-là, puis encore une fois, il y a un twist qui nous fait comprendre que blablabla, qu'ils ont tous un lien de toute façon, puis ils vont tous, effectivement, se retrouver à un moment donné dans l'histoire. Puis on va suivre effectivement ces personnages-là au fur et à mesure de des rencontres, des liens qu'ils ont, pourquoi ils vont se retrouver effectivement les uns à côté des autres à un moment donné. Enfin bref, donc intéressant encore une fois, extrêmement glauque, surtout la relation effectivement dont je vous parlais. Puis l'écriture fluide, très compréhensible,
quand même assez page-turner aussi, parce que c'est des petits chapitres, puis on bascule d'un personnage à un autre, mais sans que on soit perdu. Donc ça c'est aussi un thriller que je vous conseille aussi. Le 5e roman dont je voudrais vous parler, en fait c'est un roman que j'ai emprunté à la bibliothèque cette fois-ci, puis que j'ai déjà rendu, donc je ne peux pas vous le présenter papier, mais c'est une autrice que j'avais beaucoup aimée, avec son roman Proie. C'est une autrice québécoise qui s'appelle Andrea Michaud. Puis je sais qu'encore une fois, c'était un de ses romans les plus noirs, donc j'adore les romans noirs, effectivement. Donc j'ai lu Tempête, que j'ai bien aimé. En fait, je pense que c'est autour de 300 pages, donc c'est quand même aussi assez court. J'ai bien aimé, mais sans aimer trop, parce que c'est comme séparé en deux. On suit vraiment deux personnages, donc on suit Marie Saintonge et on suit Rick Dubois. Donc Marie Saintonge, on la suit vraiment quasiment la moitié du bouquin, puis Rick Dubois, on le suit l'autre moitié du bouquin, puis on comprend un petit peu le lien qu'ils peuvent avoir entre les deux, mais c'est pas très clair, je peux trouver ça très clair. Marie Saintonge, c'est une personne qui est extrêmement angoissée, enfin c'est bizarre ce qui lui arrive. Elle se retrouve dans un chalet d'un de ses oncles qui lui a cédé, enfin qui est décédé, puis qui lui a cédé en fait en héritage. Puis il lui arrive que des trucs bizarres, en fait il y a des meurtres, il y a des corps, il y a des trucs qui sont cachés, pas cachés, on sait pas trop si elle est dans la réalité ou dans le rêve, dans l'imaginaire, donc c'est assez particulier. Puis au milieu du roman, en fait, on bascule complètement sur quelqu'un d'autre, on bascule sur ce Rick Dubois, qui lui, en fait, que j'ai bien aimé d'ailleurs, que j'ai préféré à l'aventure de Marie Saintonge, mais j'ai préféré lui parce que lui était peut-être un petit peu plus au contact avec d'autres personnes, un peu moins isolé, puis lui, ça se passait proche, toujours dans le même environnement, pas dans la même cabane, mais dans un camp, en fait, de vacances, je pense, si je me souviens bien. Puis lui, il est... c'est plus l'été, en fait. Puis il y a encore une fois, en fait, des cadavres qui surgissent à ce moment-là. Puis l'écriture de Andrea Michaud est quand même intéressante parce qu'elle est très sensible. C'est une écriture qui est qui décrit beaucoup les émotions, qui est assez... j'allais dire scannée, c'est pas scannée, mais scandée, en fait. Elle a un rythme très petite phrase, mais avec beaucoup d'émotions et beaucoup de description d'intérieur, disons. Donc ça, j'aime bien. Mais effectivement, le lien entre les deux était comme oulala, je sais pas trop, ni d'Ateka en tout cas. Mais ce que j'ai trouvé particulier, c'est effectivement la césure. Vraiment, c'est complètement coupé en deux en fait. Donc ça, j'ai moins apprécié, j'ai moins accroché en fait. Le numéro 6, c'est Johanna Gustafsson pour l'île de Yule. Je voulais lire depuis longtemps cette autrice-là, qui m'intriguait beaucoup, dont j'entendais quand même pas mal parler par certaines booktubeuses que je regarde régulièrement. Puis j'ai bien aimé. J'ai bien aimé ma lecture quand même. C'est un univers qui est scandinave déjà, même si ça se sent pas trop effectivement dans ce roman-là, malgré le fait que ça se passe sur une île. L'île de Yule, effectivement. Puis en fait, on va suivre une jeune femme, Emma, qui elle est mandatée en fait par sa boîte, qui est elle fait des estimations en fait de biens. Donc elle est sous contrat, elle va atterrir sur cette île-là et elle va tomber dans un grand manoir où elle va devoir faire en fait des estimations de biens, que ce soit des livres, des archives, plein de choses en fait qui doivent avoir un prix. Parce qu'ils veulent effectivement vendre entre guillemets l'héritage ou le contenu en fait de ce manoir là qui n'appartient pas en fait au nouveau propriétaire. Donc c'est vraiment intriguant. L'histoire effectivement commence avec une jeune femme qu'on avait retrouvée pendue il y a une dizaine d'années apparemment à un arbre proche de ce manoir là, dont le crime n'a toujours pas été résolu. Donc en fait on va quand même suivre quelques personnages qui s'attachent à cette histoire là, mais Emma en fait elle a un lien aussi avec cette histoire là, donc c'est quand même intriguant. Il y a des rencontres de gens qui font que les liens se font avec un tel et un tel, qui provoquent effectivement l'histoire, qui la secouent un peu, qui la remet effectivement des fois sur le droit chemin, des fois on repart complètement à l'ouest. Donc j'ai quand même trouvé ça intéressant au niveau de l'histoire, vraiment. Parce qu'en plus on suit différents personnages, on suit quand même principalement Emma, mais on suit effectivement d'autres personnages qui ont tous, encore une fois, des problèmes psychologiques, etc. Donc c'est toujours intéressant, moi je trouve ça génial. Au moins c'est des personnages étoffés, c'est pas juste ennuyant et c'est ça, on a envie de passer à autre chose. Donc j'ai bien aimé. Le twist de fin est aussi intéressant.
même si des fois on le voit quand même un petit peu venir. Puis parce qu'on s'attache à des personnages, puis à un moment donné, effectivement, ça twist, donc on se dit, ouh merde, j'aurais pas dû m'attacher à celui-là. je divulgue un petit peu là, mais c'est ça. Mais non, j'ai bien aimé cette lecture-là aussi, ça a été intéressant. Le numéro 7, ben, je l'ai emprunté à la bibliothèque, ben, même pas à ma bibliothèque, en fait chez moi, ils l'ont demandé à la bibliothèque de Montréal parce qu'il n'avait pas ici. Mais voyons, c'est Jody, Les Livres de la Crypte, qui l'a lu. Et il y a quelqu'un d'autre aussi, en fait, un autre booktuber qui l'a lu, puis ça m'a comme vraiment donné envie de le lire. Puis c'est Gus Moreno, puis c'est Après toi les ténèbres. Donc ça c'est un petit bouquin en fait, que, bon, comme je vous dis c'est pas très gros, je pense que ça fait, ouais, ça fait 200 pages à peu près. C'est un roman d'horreur en fait, mais qui est en fait assez particulier parce qu'il est, il suit un personnage qui s'appelle Thiago, qui en fait a perdu sa femme, donc il y a comme ce mélange de Thiago fait son deuil, puis il leur arrive des trucs vraiment étranges en fait. Il leur arrivait des trucs étranges déjà avant qu'elle décède, puis il lui arrive des choses étranges à lui, en fait, après le décès de sa femme. Donc j'ai trouvé ça intéressant, j'ai pas capoté dessus, en fait ça m'a pas effrayé plus que ça. Quoi qu'il y a des moments qui sont quand même assez angoissants et très, j'allais dire quasiment anxiogènes. Mais c'est ça, après on repart, c'est ça qui est intéressant dans ce bouquin-là, c'est parce qu'on repart dans la réalité. Donc en fait, il décrit ses sentiments par rapport à la perte de sa femme, puis à un moment donné, en fait, on apprend qu'il y a eu un esprit à tel endroit, ou un truc étrange qui leur est arrivé à tel autre endroit, à tel moment de leur vie, etc. Puis ces moments-là sont quand même assez bien décrits. Donc ça fout la trouille, ça fout un petit peu la trouille quand on tombe effectivement dans le supranormal, ou l'anormal, ou le truc étrange, etc. Puis il y a quand même des climax, effectivement, vers la deuxième partie du bouquin, où là... là ça attaque fort au niveau de l'horreur, là c'est un petit peu plus costaud, donc j'ai bien aimé surtout en fait sa façon d'appréhender le décès d'un être aimé, parce que cette fille-là il l'adorait. Puis le fait qu'il nous décrive tout ça, qu'on vive ça avec lui, qu'on traverse effectivement son deuil, je trouve ça super intéressant. Puis c'est aussi intriguant que l'auteur ait voulu inclure une part surnaturelle en fait, très particulière et très effrayante. Donc c'est le mélange des deux qui fait que il est quand même à la 7e place effectivement des 11 que j'ai lus. Donc c'est un roman que je vous conseillerais si vous aimez le genre, parce que je vous dis, le mélange réalité et irréalité est vraiment super intéressant. Vraiment super intéressant. Alors le numéro 8, qui est en fait, je me lance dans un truc un peu foufou, parce que moi qui déteste les séries, je me suis lancée dans une. J'avais acheté les 3 premiers tomes en fait chez Momox. Mais je sais qu'ils existent en intégrale 3 tomes à chaque fois, il y en a 9. Puis j'ai attaqué en fait Les Aventuriers de la Mer de Robin Hobb. Donc j'ai lu le 1, alors ça c'est 300 quelque chose, 315 pages. Puis c'est de l'heroic fantasy en fait, c'est vraiment la fantasy pure et dure. Puis j'adore, en tout cas, j'aime beaucoup l'univers, j'aime beaucoup la plume, j'aime beaucoup la façon dont elle décrit effectivement ses personnages. Puis Les Aventuriers de la Mer, en fait, c'est effectivement de la fantaisie. On suit Althea, en fait, qui perd son papa, qui est un navigateur, en fait, vraiment reconnu, qui navigue sur un vaisseau qui s'appelle le Vivacia, si vous vous souvenez bien. Puis, en fait, il décède, et c'est la 3e génération à décéder. Et à partir du moment où une 3e génération décède, qui a donc eu ce vaisseau-là en main, en commandement, le vaisseau prend vie. En fait, le vaisseau devient vivant. Donc la proue s'anime, parle, discute, etc. Donc moi je trouve ça super intéressant le contact qu'il y a entre les humains et le vaisseau. Parce que c'est sûr que chaque personnage va vivre des aventures complètement folles. Enfin moi en fait j'ai lu le tome 1 et je suis déjà dans la moitié du tome 2. Puis j'avance bien, donc c'est vraiment intéressant. C'est un univers qui est extrêmement riche mais extrêmement simple à la fois. Ça coule de source en fait. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup effectivement suivre cette histoire-là. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais en tout cas... moi, ça me surprend effectivement de lire ce genre de petits bouquins-là, parce que c'est ça, parce qu'il y a 9 tomes. Ça va être long, ça va être long. Mais c'est 300 pages par tome à peu près, donc ça va quand même se lire vite. Puis vraiment, j'adore l'univers. Les personnages sont super attachants aussi. Ils vont grandir, je pense, effectivement, au fur et à mesure des tomes. Donc ça, c'est un aspect de la série, enfin de la saga que je pense que je vais beaucoup apprécier. Donc à voir. J'ai mis de la lumière là parce qu'en fait je commençais à être franchement dans le noir, donc ça aurait pas été chouette, vous m'auriez de moins en moins vu, ça aurait pas été drôle.
Donc, on attaque mon top 3 cette fois-ci. En 9e place, j'ai donc, ça je l'ai emprunté à la bibliothèque, c'est une autrice québécoise, c'est une journaliste en fait, qui s'appelle Claudia La Rochelle. Puis j'ai lu Les Disgracieuses, donc c'est un tout petit roman. Ça fait quoi, 120 pages, je pense, 120 pages, ouais c'est ça. Puis j'ai trouvé ça extrêmement intéressant parce que, en fait on la suit elle, c'est en partie, c'est pas en partie, c'est autobiographique. Elle parle en fait de trois aspects de sa vie où elle a traversé quelques épreuves, disons. Elle parle de relations toxiques, elle parle de sororité en fait à l'époque où elle était jeune adolescente. Puis elle parle effectivement de son système d'éducation en fait par lequel elle est passée. Donc c'est une écriture extrêmement claire et extrêmement précise dans la façon de raconter son histoire. Puis j'adore ce genre d'écriture journalistique parce que ça va droit au but. Ça prend pas tant de fioritures que ça. Mais elle a une façon effectivement quand même de décrire ses sentiments qui sont vraiment intéressantes. Donc surtout que c'est extrêmement vibrant et extrêmement sentimental. Notamment par rapport au... En tout cas moi c'est ce qui m'a le plus touché, c'est les relations toxiques. Parce que waouh, ce qu'elle a vécu, au secours. Mais elle raconte aussi qu'elle a été comme remise sur le droit chemin en fait du bonheur, disons, grâce en fait au père de ses enfants, puis le fait d'avoir fait des enfants. Donc c'est vraiment intéressant. Je pense que j'en lirai d'autres de cette autrice-là parce que je trouve ça super précis et extrêmement honnête. C'est extrêmement franc en fait la façon dont elle parle de tout ça. Parce que je pense qu'elle a dû s'analyser en fait plus souvent qu'à son tour, disons. Puis elle redonne tout ça comme c'est bien enveloppé, c'est bien présenté, c'est extrêmement fluide aussi, on s'ennuie pas. Bon, c'est sûr que ça fait juste 125 pages, donc ça se lit quand même assez rapidement. Mais j'ai beaucoup aimé la découvrir en fait à travers cet écrit-là. Ensuite, mon 10e, donc est toujours dans mon top 3. Là, on parle effectivement d'un auteur que j'aime beaucoup. Je vous en avais parlé, j'avais dit que je ferais un avis lecture parce que j'ai acheté la bande dessinée tirée du bouquin. Puis là, on parle de Gaël Faye et effectivement Petit Pays. J'ai adoré. Enfin, je veux dire, j'adore cet auteur-là. Je trouve génial. Il a une écriture extrêmement poétique, extrêmement douce. Encore une fois, extrêmement honnête. Il va décrire les sentiments des uns et des autres, notamment de son petit héros, en fait, qui a une dizaine d'années, qui a une petite sœur et qui vit au Burundi, dans la capitale, avec son père qui est français et sa mère qui est rwandaise. Donc on suit tous ces petits personnages-là, enfin on suit comment ces enfants-là grandissent dans un milieu africain en étant effectivement métis. Puis vers je dirais les 2 tiers du bouquin, on est confronté à la guerre entre les Tutsis et les Hutus. Puis on va voir de quelle façon ils traversent toutes ces épreuves-là, y compris le père et la mère d'ailleurs. D'autant qu'en plus les enfants sont contraints à vivre avec des parents en fait qui sont en train de se séparer, donc ça complique encore plus l'histoire. Mais c'est tellement doux, c'est tellement et puis extrêmement violent en même temps. Il a une écriture qui nous emmène loin, je trouve, puis qui nous dépeint l'Afrique de façon extrêmement poignante, je trouve. Donc ça c'est vraiment Gaël Faye, moi j'adore cet auteur-là. J'ai pas encore lu la bande dessinée effectivement tirée du bouquin, je pense que ça va être quand même assez... ça va correspondre effectivement à ce qu'il faut, mais c'est un auteur que je vous conseille de lire. D'abord parce qu'il aborde un sujet qui n'est pas forcément extrêmement connu, puis qu'il aborde ce sujet de façon très intimiste, parce qu'on dirait que c'est vécu de l'intérieur. Donc c'est ça. Donc je vous conseille cet auteur-là que je trouve absolument génial. Donc le petit dernier qui est sur le top effectivement de mon podium, c'est Adeline Dieudonné, en fait La Vraie Vie. Alors ce roman-là, je l'ai trouvé encore une fois vraiment chouette. J'avais lu, je vous avais présenté en fait, et je vous avais dit que c'était un coup de cœur, je vous avais présenté Reste, qui est l'histoire effectivement de cette femme qui perd son amant et qui garde le corps isolé dans un chalet, que j'ai trouvé super poignant. Dans ce roman-là, en fait, on va suivre une famille de 4, notamment en fait la fille aînée, qui est vraiment un personnage extrêmement intéressant. Puis la vraie vie en fait de Adeline Dieudonné, c'est la vraie vie dans le sens c'est brut, ça peut être sensuel, c'est carré, ça peut être extrêmement souffrant ou ça peut être extrêmement joyeux. Puis en fait on va suivre ces 4 personnages là, donc les 2 enfants et les parents.
Puis alors la mère qui est extrêmement soumise au père, le père qui est extrêmement violent. Puis à un moment donné dans le roman il se passe en fait quelque chose d'assez majeur qui va venir tout bouleverser. Puis en fait c'est pas tendre comme roman. Quand on parle de vraie vie, c'est pas les petits oiseaux et les petites fleurs, etc. C'est quand même assez, c'est dans la vraie vie, disons. Puis elle a une plume qui est vraiment chouette, enfin je veux dire, elle se lit extrêmement bien, sa plume. La façon qu'elle a de décrire les sentiments des uns et des autres, et de décrire les situations qui leur arrivent, et j'adore, enfin je veux dire, moi j'adore sa plume. J'adore la façon qu'elle a effectivement de décrire tout ça. Il y a une belle imagination qui est quand même plantée les deux pieds dans la réalité. C'est extrêmement violent, c'est inattendu en fait. Parce qu'on suit, au départ, on suit juste une famille, puis à un moment donné, effectivement, ça pète, en fait, ça explose. Parce qu'il leur arrive des choses qui sont pas normales, disons. Donc moi c'est un roman, enfin en tout cas c'est une autrice que je vous invite à découvrir parce que, et par la plume et par ses sujets, c'est assez poignant, c'est assez bouleversant, c'est un petit peu remuage de tête, effectivement, parce que c'est les deux pieds dans la vie. Et ce qu'elle écrit c'est réel, c'est pas quelque chose d'inventé, puis ça se tient bien en fait, son récit se tient bien, les logiques des liens entre les uns et les autres sont vraiment très intéressants. Donc c'est une autrice que je vous invite à découvrir. Je ne saurais pas vous conseiller par lequel des deux commencer. C'est sûr que Reste, c'est quand même assez bouleversant, parce que ça parle effectivement de deuil, mais la vraie vie, c'est pas mieux, je dirais. Au niveau du bouleversement, c'est quand même assez déstabilisant, et ça secoue beaucoup, en fait. Donc c'est à vous de voir, mais de découvrir cette autrice-là, vraiment, je vous le conseille. Vraiment, vraiment. Donc voilà mon petit mois, petite lecture. J'ai quand même été quand même assez performante, je suis assez fière de moi. Puis c'est quand même 11 romans, donc, puis j'en ai lu un dernièrement dont je vous parlerai effectivement plus tard. Est-ce que vous connaissez certains auteurs québécois aussi, parce qu'il y a vraiment des petites pépites à découvrir dans les écrivains québécois, vraiment. Plutôt que de se cantonner, j'allais dire, aux écrivains français, là, ou aux écrivains américains. Puis c'est ça, en règle générale, c'est quand même d'excellentes lectures que j'ai faites. Puis c'est ça, donc n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires, à me dire si vous avez aussi fait petit mois, petite lecture, puis combien de bouquins vous avez lu. Ça peut toujours être intéressant, parce qu'en parallèle, j'ai lu quand même une 15 ou 16 BD. Hein. Donc c'est ça, c'est un beau mois de lecture en fait sur ce février. Puis c'est ça, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'êtes pas déjà. Parce que on s'éclate dans la communauté, c'est le fun toujours de partager effectivement nos lectures les uns et les autres, toujours chouette. Donc commentaires, petits pouces, n'hésitez pas. Puis je vais vous souhaiter d'excellentes lectures romans et je vous dis à très bientôt. Salut!